Bienvenue à LSA Direct, l'émission d'actualité du soir d'Algérie. Aujourd'hui, nous parlerons économie avec le président de la Confédération algérienne du patronat citoyen. Monsieur Gessoum, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité. Merci à vous. Donc, vous venez d'être élu à la tête de la CAPC. Félicitations. Merci. Et la première question qui me vient en tête, c'est quelles sont les priorités de votre mandat? Alors, tout d'abord, je suis très content d'être là et pouvoir discuter avec l'audience de la chaîne. Alors, il y a plusieurs objectifs. C'est un mandat de 2 ans, donc qui est assez court, et le programme est assez ambitieux. Alors, nous avons tout d'abord, nous sommes une confédération, donc nous avons des chefs d'entreprise qui sont membres. Ces chefs d'entreprise ont besoin d'avoir des services. Donc, nous allons élargir notre panoplie de services à entreprises, sans rentrer dans les détails. La CAPC a toujours été une force de proposition pour les pouvoirs publics. Donc nous allons continuer à être cette force de proposition et renforcer cette position. Donc nous travaillons déjà sur plusieurs dossiers d'actualité pour sortir des études qui soient faites par des professionnels avec l'appui des chefs d'entreprise. Ces études seront transmises au pouvoir public avec des propositions concrètes à des problématiques bien définies. Et donc, nous espérons que nous pourrons apporter notre édifice à la construction de l'économie nationale. Nous avons aussi un pôle qui est très important, c'est le pôle jeune. Donc, ce que nous appelons au sein de la CAPC Next Gen, euh, en faisant allusion à Next Generation CAPC, donc les jeunes chefs d'entreprise, essentiellement les startups, où nous allons constituer une force pour qu'elle aussi soit une force de proposition, mais aussi une force qui puisse transmettre les problèmes des jeunes startups, des jeunes entrepreneurs au pouvoir public et travailler tous ensemble pour résoudre ces problèmes. Très bien. Et si actuellement, au niveau de la CAPC, quels sont pour vous les enjeux, les véritables enjeux de l'économie nationale aujourd'hui se situent où? Alors, c'est une question très, très vaste, hein. Le problème qui se pose aujourd'hui, je pense que l'Algérie est dans une situation géopolitique assez difficile. Donc, nous avons besoin d'être unis, nous avons besoin de travailler tous en force pour consolider notre front interne et faire face aux défis internationaux ou aux défis externes. Alors, l'Algérie est le premier pays d'Afrique, le plus grand pays d'Afrique. L'Algérie a une situation politique stable. L'Algérie est en pleine croissance économique. Il y a énormément de possibilités et d'opportunités pour les investisseurs algériens et internationaux qui ont beaucoup d'intérêt à venir investir en Algérie. Aujourd'hui, l'investissement se définit par le taux de rentabilité, ou ce qu'on appelle plus communément le ROI, le Return on Investment. En Algérie, il y a un Return on Investment qui est important. Alors, les domaines sont très vastes. Nous pouvons parler d'énergie renouvelable. Alors, en dehors du oil and gas, bien Oui. sûr, qui reste aussi une opportunité très importante pour les investisseurs. Alors, nous avons l'énergie renouvelable, nous avons l'agroalimentaire, nous avons l'agriculture, il y a l'industrie aussi. Il y a énormément de domaines qui sont très intéressants. Toutes ces problématiques ont été au cœur de la récente rencontre que vous avez eue avec les autres membres du patronat. Oui, nous avons tenu des réunions avec les autres patronats. C'était des réunions d'abord très amicales, très fructueuses aussi, où nous avons parlé de l'unification de nos rangs, ou au moins travailler vers la même direction. Donc nous étions tous d'accord qu'il fallait euh, unifier les objectifs, unifier les actions, travailler tous en commun pour qu'il y ait un résultat mieux défini avec des résultats tangibles où chaque patronat pourrait apporter une pierre à l'édifice de ses objectifs. C'était vraiment des réunions très intéressantes. Nous allons avoir aussi d'autres réunions et nous allons continuer à collaborer pour le bien de l'économie algérienne. Comment est perçu aujourd'hui, Monsieur Gessoum, le climat des affaires en Algérie par les patrons algériens? Alors, il y a beaucoup plus de positifs. Nous sentons que les choses avancent. Il y a encore beaucoup de travail à faire, il est clair. Je vais vous donner un exemple simple. En tant que chef d'entreprise, qu'est-ce qui intéresse le chef d'entreprise? C'est de focaliser
ses efforts et ses activités sur le métier de son entreprise. Donc travailler sur la production, travailler sur le marketing, la commercialisation, cœur de métier de son entreprise. Le chef d'entreprise n'aime pas perdre du temps dans des actions bureaucratiques, ce qui est encore le cas dans certains domaines. Alors, je disais que nous avons bien avancé. Il y a énormément d'actions qui ont été digitalisées, donc où nous n'avons plus besoin de faire des déplacements inutiles, mais il y a encore des actions journalières qui restent assez bureaucratiques, qui consomment beaucoup de temps pour le chef d'entreprise. Cela doit changer. Les pouvoirs publics sont en train de travailler d'une manière multidimensionnelle. Il faut accélérer ces actions pour aller plus vite. Je dis toujours que nous aurons fait un très grand pas vers l'élimination de la bureaucratie le jour où je pourrai avoir mon registre de commerce après 5-10 minutes en ligne et j'aurai un retour par email d'un registre de commerce. Là, nous aurons fait un très grand pas en avant. Plusieurs briques ont été mises en place, mais la totalité n'est pas encore là. Et donc, c'est probablement grâce à la numérisation qu'on y arrivera? Certainement, certainement. Aujourd'hui, alors nous parlons de registre de commerce digitalisé, mais il n'est pas encore là sur le terrain. Nous avons quelques actions. Regardez, le secteur fiscal, par exemple, le secteur des impôts est en partie digitalisé. Nous pouvons aujourd'hui faire des déclarations en ligne. Certaines entreprises, notamment les grandes entreprises, peuvent même effectuer des paiements en ligne, mais il faudrait quand même que tout cela soit généralisé, que je puisse retirer n'importe quel document fiscal en ligne, que je n'ai pas à me déplacer. Certaines actions sont là, la totalité n'est pas encore là. Alors, et je citerai un bon exemple de digitalisation, c'est l'entrepreneur autonome. La loi sur l'auto-entrepreneur. Oui. Alors ça, c'est quelque chose qui a très bien fonctionné parce que l'entrepreneur peut initier son dossier en ligne et obtenir sa carte. Alors c'est digitalisé à 90-95%. Il faut quand même se présenter chez les impôts pour retirer son immatriculation fiscale ou son NIS, mais nous pourrions aller à 100%. Mais déjà, le process de l'auto-entrepreneur a été digitalisé, ce qui est une excellente chose. Faisons en sorte que ce soit digitalisé à 100%. Je peux faire aussi une transition vers le socio-économique ou plutôt le social. Regardez l'état civil. Il est en partie digitalisé. Aujourd'hui, nous avons une carte d'identité qui est numérisée grâce au NIM, donc le numéro d'identification unique. Nous avons le permis de conduire qui est digitalisé, nous avons le passeport qui est biométrique, nous pouvons retirer un extrait de naissance en ligne, etc. Idéalement, c'est de ne plus avoir besoin d'un registre de commerce, d'un extrait de naissance. C'est de ne plus avoir besoin d'une fiche familiale. Pourquoi? Parce que notre numéro d'identification unique contient toutes ces informations. Donc, à partir d'une simple demande en ligne, je pourrais obtenir ou communiquer toute l'information qui me concerne à n'importe quel organisme. L'organisme, si je lui présente ma carte d'identité, il peut avoir toutes les informations me concernant. Je termine par une chose concernant la digitalisation de ce process, c'est que nous faisons la demande de notre carte d'identité en ligne, mais nous allons la chercher au niveau de la commune. Ben, pourquoi ne pas aller à 100% de digitalisation et recevoir cette carte chez nous, si nous le souhaitons, en payant 200 dinars ou 300 dinars de livraison. Et là, nous aurons vraiment clôturé la boucle et nous aurions tout un processus à 100% digitalisé. Là, nous parlerons vraiment de digitalisation totale. Et les banques dans tout ça? Alors, les banques, regardez, si nous prenons les banques publiques, alors il y a les banques publiques et les banques privées. Les banques privées, en général, sont plutôt digitalisées. C'est notamment des banques multinationales qui arrivent avec leur process entièrement digitalisé. Les banques publiques ont fait beaucoup d'efforts en termes de digitalisation. Mais il reste que, quand on parle de digitalisation, nous parlons d'un processus. Nous ne parlons pas de dématérialisation d'une action, nous parlons de digitalisation d'un ensemble d'actions. C'est ce que j'appelle digitaliser un process. Lorsque nous allons à une banque et que nous devons attendre une demi-heure à 1 heure pour effectuer une action, ben là, il y a un problème de digitalisation.
toutes les actions que nous devons faire au niveau des banques doivent être digitalisées. Mis à part l'action de retrait de cash ou de dépôt de cash, tout le reste devrait pouvoir être digitalisé. Aujourd'hui, nous devons parler également, nous devons aller vers la réforme financière où nous n'aurons plus besoin de cash pour effectuer nos transactions quotidiennes. Je dois souligner aussi que nous commençons à parler de banque digitale depuis quelques jours. Et ça, c'est un énorme pas en avant également. Pour conclure sur ce sujet, la digitalisation des banques avance. La digitalisation des processus des banques publiques n'est pas encore au point. Il y a énormément de travail à faire. Et je pense que nous avons besoin de discuter d'une réforme financière pour toucher le fond du problème qui est l'informel, le cash et réduire tout cela. Parce que c'est un tout. C'est un tout, C'est tout un processus. Tout à l'heure, en off, vous me parliez du rapport Data Reporter qui est quand même très favorable à l'Algérie. Vous pouvez nous en parler un peu? Oui, alors il y a des chiffres qui sont très intéressants. Déjà, nous atteignons, en termes de pénétration FTTH, nous atteignons un pourcentage de 35% de pénétration, qui est supérieur aux voisins qui sont à 30 et 28%. Alors, il faut noter que nous, notre accélération, elle est continue et ça va très très vite en termes de pénétration FTTH. Nous avons aussi, et ça c'est un chiffre qui est très intéressant, qui donne une idée sur la digitalisation de l'Algérien, une digitalisation intrinsèque, puisque nous avons à peu près 54,8 millions de connexions mobiles cellulaires, soit 116% de la population. Vous voyez, ça, c'est quand même très intéressant. Mais encore plus intéressant, c'est que nous avons 25,6 millions d'utilisateurs algériens sur les réseaux sociaux. Et ça, c'est un chiffre qui nous positionne parmi les premiers au monde. Quand on est à 54,2% de la population qui est connectée sur les réseaux sociaux, eh ben, ça donne quand même des chiffres très intéressants. 36,2 millions d'Algériens utilisent l'Internet. Ça aussi, c'est un chiffre très intéressant. Donc, en termes de digitalisation de l'individu algérien, les choses avancent très vite. Les infrastructures sont en train de suivre avec le FTTH, avec le cellulaire. Maintenant, attendons d'avoir aussi la 5G pour aller encore plus vite et nous projeter aussi sur le long terme, parce que nous parlons également aujourd'hui de 6G, de Internet of Things, d'interconnexion du tout, et cela, nous devons absolument être présents. Nous devons parler aujourd'hui, alors nous parlons d'intelligence artificielle, à mon avis pas suffisamment, parce que vous voyez aujourd'hui ce qui se passe avec l'IA générative, avec DeepSeek, qui a changé le paradigme de l'IA générative. Donc nous aussi, nous devons réfléchir à cela, comment nous intégrer dans le nouveau monde qui est constitué de DeepSeek, comment nous intégrer dans ce qu'on appelle le quantum computing, qui est un nouveau paradigme d'ordinateur qui va arriver incessamment sur le marché et qui va écraser complètement les ordinateurs tels qu'ils existent aujourd'hui. Donc l'Algérie doit être positionnée. Nous avons bien commencé en lançant tout ce qui est école d'intelligence artificielle, école de cybersécurité, école de nanotechnologie, école de mathématiques. Tout cela, cela constitue les prémices d'un développement durable, technologique, mais nous devons aussi aller plus loin en intégrant ces nouvelles technologies dans notre paradigme à nous-mêmes. C'est aussi cela qui va porter les startups. Alors, les startups, c'est intéressant ce que vous dites parce que les startups sont déjà portées par la jeunesse algérienne qui est, digitalisée, mais qui est aussi très innovante dans son approche. Ça, c'est un point très important. Les nouvelles technologies vont apporter encore plus d'innovation. C'est clair. Donc quand nous avons des jeunes qui vont sortir de ces écoles, ces jeunes vont arriver avec énormément d'innovation en tête. Et ces jeunes vont pouvoir utiliser le concept start-up pour lancer leurs entreprises et aller à l'international, lancer ou plutôt rencontrer à l'encontre de défis qui soient vraiment propres à l'Algérien et réussir brillamment. Nous avons déjà des startups qui commencent à réussir à travers le monde. Nous devons aujourd'hui multiplier ce nombre de réussites en mettant en place
les jalons qu'il faut pour le monde des startups. Il y a un ministère de startups qui fait un excellent travail, vraiment excellent travail. Nous avons aujourd'hui plus de 3000 startups qui sont labellisées. L'objectif est d'aller vers 20 000 startups oui. labellisées. Je pense que c'est en train d'arriver parce que chaque semaine, il y a des dizaines de labels qui sont octroyés aux startups et aux projets innovants. Aujourd'hui, il faut focaliser aussi sur la qualité de ces startups pour viser ce qu'on appelle des unicorns à moyen terme. Sans oublier dans la foulée les PME. Ça reste quand même aussi Bah, les PME, vous savez, les PME, c'est l'épine dorsale de l'économie Oui. nationale. Donc, c'est bien de mettre en place tout un programme pour les startups, mais vraiment sans oublier les PME qui sont la structure de l'économie nationale. Comment faire en sorte que les PME puissent faire de la croissance et devenir de grandes entreprises? Nous avons l'exemple de l'Italie qui a été construite par des PME. Et ces PME familiales sont devenues de grands groupes familiaux qui constituent aujourd'hui une bonne partie du PIB national italien. Donc nous devons suivre cet exemple avec les spécificités algériennes et apporter tout le soutien et le support aux PME pour pouvoir aller très vite. Est-ce que le climat est favorable actuellement à ce que les PME se portent bien? Alors, je pense qu'il y a encore beaucoup de travail. Nous avons parlé du climat des Oui. affaires. Oui, il y a certainement un climat des affaires à améliorer. Il y a des challenges par rapport aux ressources humaines. N'oublions pas que beaucoup de jeunes qui sortent des universités partent à l'étranger. Et là, il est peut-être temps de lancer un appel pour vraiment un plan Marshall pour essayer de garder nos jeunes. Donc, il y a toute une série d'actions qu'il faut mettre en œuvre pour qu'une bonne partie de nos jeunes issus de nos écoles les plus brillantes, issus de nos universités, des jeunes pour lesquels les pouvoirs publics ont dépensé des sommes colossales, eh ben, ces jeunes-là doivent être ici au service de l'économie nationale, au service de leur pays. Bien évidemment, pour qu'ils restent ici, ils ont besoin d'un minimum de conditions. Et c'est ces conditions qui doivent être étudiées. C'est pour ça que je parle d'un plan Marshall, parce que c'est quelque chose d'extrêmement important pour le futur de notre pays. Donc, cette ressource humaine pour les PME, pour les startups, pour les grandes entreprises est devenue un défi. Nous avons beaucoup de gens brillants, beaucoup de jeunes brillants. Nous devons pouvoir les catalyser au service de l'économie nationale. Ceci est un challenge. Nous parlions bien évidemment du climat des affaires qui est un autre challenge, mais nous devons parler aussi des moyens de financement qui sont aussi un challenge. Les banques publiques en général rechignent à financer les PME, sauf garantie. Il y a plein de plans à mettre en place. Il y a aussi beaucoup de challenges financiers. Il faut peut-être revoir les taux d'intérêt qui sont parfois assez élevés. Il y a vraiment un travail de fond à mettre en place pour que nos PME puissent s'épanouir. Et comment nos partenaires étrangers que vous rencontrez dans le cadre des rencontres qu'initie la CAPC, comment ils évaluent notre climat des affaires? Est-ce qu'ils le trouvent attractif? Bah, si nous regardons aujourd'hui la loi sur l'investissement qui a été promulguée en 2023, bah, cette loi est extrêmement intéressante pour les étrangers. Vous savez qu'il y a aujourd'hui la garantie de 10 ans de stabilité oui. juridique sur 10 ans. Donc ça, c'est déjà un élément très important. Il y a une plateforme numérisée où vous pouvez faire votre demande de terrain, où vous pouvez faire votre demande d'avantages fiscaux, etc. Donc ça, c'est un pas, vraiment, c'est plusieurs pas en avant. Donc les partenaires étrangers perçoivent cela comme étant très positif. Maintenant, nous avons des partenaires étrangers qui sont là pour investir en Algérie et nous avons encore des étrangers qui perçoivent l'Algérie comme un déversoir de leurs produits. Et nous devons être très vigilants par rapport à cela. Investir en Algérie doit être fait dans un esprit gagnant-gagnant, où l'investisseur, bien évidemment, doit avoir un retour sur investissement très décent, mais doit aussi apporter beaucoup de valeur ajoutée à l'économie nationale. Sans cela, eh ben, nous ne pourrons pas accepter n'importe quel investissement. Notre rôle en tant que patronat, c'est d'expliquer à nos partenaires étrangers qui sont les bienvenus en Algérie dans un esprit win-win.
Quels sont aujourd'hui les secteurs que vous identifiez comme étant en mesure de hisser l'économie vers le haut? Ben, nous avons Hors hydrocarbures. Hein. hors hydrocarbures, ben, Oui. je pense qu'il y a un secteur qui est très important, c'est les énergies renouvelables, notamment l'énergie solaire, même l'énergie éolienne aussi. Nous avons l'hydrogène vert aussi, où il y a beaucoup de travail à effectuer. Vous savez qu'il y a des projets qui sont très importants, qui sont lancés. Nous parlons de l'exportation de l'hydrogène vert jusqu'à l'Allemagne et l'Autriche. Donc ça, c'est un projet colossal. Nous avons quand même un objectif de 15 gigas d'énergie solaire à développer sur les prochaines années. Je pense qu'il y a 3 gigas qui ont été déjà opérés, donc il y a encore 12 gigas à mettre en place. Donc en termes d'énergie renouvelable, il y a un plan de charge qui est très important. Nous avons l'agriculture aussi, qui est un domaine très important, puisque nous sommes en train d'aller vers l'autosuffisance alimentaire. Nous pouvons parler de projets très importants tels que Beledna par les Qataris qui investissent quand même vers une autosuffisance pour le lait. Nous pouvons parler du projet des Italiens dans le domaine de l'agriculture pour la production de blé dur. Et là, nous allons directement avec cette production de blé dur vers une autosuffisance totale de l'Algérie en blé dur. Nous avons les projets du groupe Cévital, du groupe Madar aussi sur le sucre et la betterave sucrière. Donc, il y a des projets où nous intégrons verticalement les productions qui se faisaient, donc substituer la production locale à l'importation. Ça, c'est des projets qui sont très importants. Donc, l'agriculture est un pan important et la transformation agricole, donc pour aller vers l'agroalimentaire, bien évidemment, quand nous avons de l'agriculture, ben, il faut réfléchir à la transformation agricole. Là aussi, c'est un domaine très important. Donc, vous voyez, l'Algérie est encore un pays où pas tout est à faire, mais énormément de choses sont à faire pour aller vers une croissance très rapide, pour atteindre un PIB à 400 milliards de dollars à court terme, pour réaliser 20 milliards de dollars d'exportation à court, moyen terme aussi. Nous avons tout ce qu'il faut en tant que pays pour réaliser ces objectifs. Et s'affranchir de la dépendance à la rente pétrolière? Ben, il y a 10 ans environ, nous étions la rente pétrolière constituait 97% de nos exportations. Aujourd'hui, ben, nous sommes quand même autour de 7 milliards de dollars d'exportation. Donc ce ratio a nettement diminué. Donc nous serons vraiment un pays indépendant de la rente pétrolière lorsque nous serons à 50-50%, où nous aurons des exportations qui auront remplacé la rente pétrolière dans un cadre non pétrolier. Ben, tout est fait dans cette direction. Et là, nous avons besoin d'une consolidation des efforts et des partenariats, pouvoirs publics, patronat, syndicats, tous les organismes qui peuvent apporter une pierre ben, seront les bienvenus pour travailler dans cette direction. Il s'agit également de faire en sorte que la commande publique ne soit pas le seul levier de la croissance. Alors depuis l'indépendance, la commande publique a été vraiment un levier de croissance. Ça s'est accéléré lors des années 2000 avec le BTPH, les constructions de logements, avec l'autoroute Est-Ouest. Il y a eu énormément de commandes commandes publiques qui ont été initiées et qui ont tiré la croissance. Le problème, c'est que la commande publique diminue lorsqu'il y a le moindre choc financier. Dans notre cas, c'est des chocs pétroliers. Donc, s'il y a un choc pétrolier, ben, il n'y aura plus de commande publique. Et lorsqu'il n'y a pas de commande publique, ben, il n'y aura plus de croissance. Parce que c'est la commande publique qui tire la croissance. Aujourd'hui, nous avons énormément de produits où nous pouvons où nous produisons de la valeur. Ben, nous citons par exemple le fer et l'acier, qui est quand même un domaine qui apporte beaucoup de valeur ajoutée. L'agroalimentaire, ça commence à arriver aussi. Il y a des domaines qui apportent de la valeur ajoutée. À nous de consolider ces domaines et de poursuivre fortement notre diversification de l'économie nationale. Ça, c'est un point focal sur lequel nous devons tous travailler. Monsieur Gessoum, la CAPC est une force de proposition. Vous avez l'impression aujourd'hui que la voix des patrons est écoutée? Est-ce que les pouvoirs publics réagissent, essayent de régler les problèmes lorsqu'ils sont posés?
Vous voyez que le président de la République reçoit régulièrement les patronats et écoute leurs doléances et échange avec eux. Nous rencontrons aussi des hauts responsables qui sont à l'écoute de nos suggestions, de nos propositions, des problèmes des chefs d'entreprise aussi. Donc oui, l'écoute, elle est là, elle est vraiment, nous la sentons, et ce qui nous encourage à aller encore plus loin dans nos propositions. Très bien, Monsieur Gustom, est-ce qu'on peut parler de l'accord d'association? Il est question de le réviser. Quelle est la position de la CAPC là-dessus? Alors, notre position a toujours été très claire. Dès le début, nous avons appelé à une révision de cet accord. Je vais vous donner quelques chiffres qui vont probablement choquer beaucoup de monde. Et c'est le ministre des Affaires étrangères, M. Ahmed Attaf, qui les a cités. Depuis la signature de l'accord d'association avec l'Union européenne, il y a eu environ 1000 milliards de dollars de commerce, contre 13 milliards de dollars seulement d'investissement. Regardez, 1000 milliards de dollars de commerce, 13 milliards de dollars d'investissement. Sur ces 13 milliards de dollars d'investissement, il y a eu 12 milliards de dollars de transfert de dividendes. Ça veut dire que l'Algérie n'a gardé que 1 milliard de dollars. Et donc, lorsque nous parlons d'accord d'association, il est largement défavorable à l'Algérie. De plus, lorsque cet accord a été signé, ou lorsqu'il a été mis en fonctionnement, je crois que c'était en 2005, il y avait des quotas qui avaient été remis à l'Algérie, donc des quotas d'exportation, qui dépendaient de la situation économique de l'Algérie à l'époque. Oui. Aujourd'hui, l'Algérie est l'un des exportateurs mondiaux de fer et d'acier. Et ça n'était pas le cas en 2005. Donc nous n'avons pas la possibilité d'exporter de l'acier vers l'Union européenne. Nous avons beaucoup de produits que nous produisons aujourd'hui qui n'existaient pas en 2005. Et l'accord s'est arrêté à 2005. Donc il faut incontestablement revoir cet accord et le rééquilibrer en faveur de l'Algérie. Parce qu'aujourd'hui, l'Algérie a les moyens de mieux le négocier. Nous avons les moyens, nous sommes plus consistants économiquement, nous sommes plus forts, nous avons plus de diversification économique. Il est temps aussi que l'Union européenne nous écoute et qu'elle bénéficie de nos produits, au même titre qu'elle bénéficie des produits de nos voisins. Alors, nous aussi, nous avons énormément d'éléments à faire valoir. C'est le moment ou jamais de rediscuter cela. Pourtant, très souvent, les produits algériens se heurtent sur les marchés européens en particulier à des questions de normes. C'est l'éternel problème. Oui. Le problème de décarbonisation, le Oui. problème de normes, le problème... Alors tout cela peut être discuté dans un cadre global, parce que ce qui s'est fait avec les autres pays, c'est que, OK, nous vous donnons un délai de 1 année, 2 années, 3 années pour mettre à jour vos produits en termes de normes. Mais pendant ces années-là, nous allons les accepter. Par contre, si au délai fixé, votre produit n'est pas aux normes requises, nous ne l'accepterons pas. Il y a toujours une question de délai. Il y a toujours un partenariat, des discussions pour mettre en place des objectifs et pouvoir dire, tel produit est accepté, donnons-nous un délai pour l'accepter. Ça n'a pas été le cas pour les produits algériens. Nous avons vu le produit qui a été... La pâte à tartiner. Voilà, la pâte à tartiner qui a été bloquée, alors que c'est un produit qui avait énormément de succès en France, et beaucoup d'autres produits qui ne sont pas évoqués. Alors la pâte à tartiner a été bien médiatisée, d'autres produits ne sont pas médiatisés. Donc il va falloir trouver des solutions à tout cela. On a parlé de l'Europe, de l'Union européenne, mais il y a aussi d'autres marchés à conquérir, l'Afrique. Il est clair que très souvent nous regardons vers l'Europe, mais nous devons d'abord regarder vers l'Afrique. Nous avons des pays où nous pouvons aller très très vite en termes d'exportation. Je pense notamment à la Mauritanie, je pense à la Libye, je pense au Niger et au Mali, où nous pouvons vraiment aller très très vite. Le Sénégal aussi, où nous avons même des startups qui commencent à exporter vers le Sénégal. J'en ai croisé une il y a quelques jours. Il est en train de faire un très très bon travail au Sénégal. Ce qui est réconfortant, c'est que il y a quelques années, l'Algérien n'était pas orienté export. Aujourd'hui, l'entrepreneur algérien
réfléchit exportation, réfléchit Afrique avant de réfléchir Europe. Et ça, c'est un point très important. Maintenant, les pouvoirs publics doivent mettre en place les actions qu'il faut pour booster cette réflexion et booster ces actions vers l'Afrique. Je pense notamment à l'organisation de salons, je pense notamment à l'accompagnement des exportateurs algériens et des entrepreneurs algériens. Quand je dis exportateurs, je pense produits et services aussi, parce que les startups exportent beaucoup plus du service. Et je pense aussi à la réforme financière où l'exportateur doit avoir la possibilité d'ouvrir une entité à l'international en utilisant les devises de la Banque d'Algérie, où il peut voyager sans avoir les contraintes d'accès aux devises et le rapatriement des devises doit être aussi revu. Il y a énormément d'actions qui peuvent faciliter l'exportation et nous pouvons alors fixer des objectifs qui soient très ambitieux dans ce domaine. Parce que les marchés africains sont quand même plus accessibles aux produits algériens que les Européens. Ben, vous évoquiez les normes déjà. Il y a moins de contraintes par rapport aux normes. Il y a plus de demandes de produits algériens. Il y a plus de facilité en termes de transport. Regardez, aujourd'hui, il y a une route qui est quasiment finalisée entre l'Algérie et la Mauritanie. Entre l'Algérie et la Libye, il y a un passage qui est vraiment qui facilite les transactions opérationnelles entre les deux pays. Vers l'Afrique, les douanes, les services douaniers sont plus accessibles que vers l'Europe. Donc tout cela, il va falloir en bénéficier, en tirer profit avec force. Alors si nous devons chiffrer tout cela, ben, les 20 milliards de dollars d'objectifs d'exportation deviennent vraiment accessibles et nous pouvons même viser plus que cela. Ah ben, c'est très bien. Sur cette note d'espoir, nous allons terminer notre émission en vous remerciant, M. Gessoum, d'avoir accepté notre invitation. Quant à nous, nous nous retrouvons la semaine prochaine avec un nouvel invité et une autre thématique. Merci.